Écoutez bien, il y a des matchs qu'on regarde presque machinalement parce qu'ils sont au programme, parce qu'ils remplissent une grille, parce qu'ils doivent être joués. Et puis il y a ceux qu'on attend sans toujours savoir pourquoi, ceux qui dégagent quelque chose avant même le coup d'envoi, ceux qui portent en eux une charge symbolique, émotionnelle et sportive qui dépasse très largement les 90 minutes réglementaires. Ce Algérie, République démocratique du Congo, fait partie de cette deuxième catégorie. Ce n'est pas seulement un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est un carrefour, un point de bascule, un match qui peut redessiner l'équilibre d'une CAN entière. Parce qu'en arrière-plan, sans que personne n'ose vraiment l'assumer publiquement, il y a ce scénario que beaucoup ont en tête, une demi-finale Maroc-Algérie, inédite à ce stade. Jamais vu, jamais aussi proche, jamais aussi chargé symboliquement. Et forcément, quand un tel horizon se dessine, les tensions montent, les discours se crispent, les analyses deviennent parfois excessives, émotionnelles, voire dangereuses. Pourtant, il faut le dire calmement et clairement. Le football africain ne gagne rien dans la provocation. Il grandit quand le niveau est élevé, quand les confrontations sont honnêtes, quand les meilleures équipes se rencontrent sans raccourcis, sans caricature, sans slogan vide. Et pour être honnête jusqu'au bout, il faut le reconnaître, la RDC n'est pas là par accident, et ce n'est certainement pas une équipe que l'on traverse sans conséquence. Ce qui rend ce match aussi fascinant, c'est le contraste presque total entre les deux trajectoires. D'un côté, une Algérie dotée de l'un des réservoirs de talent les plus riches du continent, capable sur le papier de rivaliser avec n'importe qui. De l'autre, une République démocratique du Congo qui a appris à survivre, à encaisser, à résister, à ne pas perdre quand tout semble l'y condamner. Deux philosophies, deux rapports au jeu. Deux manières très différentes de vivre la pression. Et c'est là que le vrai débat commence. Si l'on met de côté l'émotion, si l'on oublie les déclarations enflammées et les promesses de domination, la réalité est bien plus nuancée. Ce match ne sera pas une démonstration. Il ne sera probablement pas un festival offensif. Il sera serré, tendu, parfois fermé, souvent frustrant et possiblement cruel. La RDC arrive avec une qualité rare dans le football africain, une mémoire récente des grands matchs. Elle a appris, parfois dans la douleur, que face aux grosses équipes, l'essentiel n'est pas toujours de gagner avec éclat, mais de ne pas perdre, de rester dans le match, d'exister jusqu'au bout. Elle accepte de souffrir, de reculer, de laisser l'initiative sans jamais paniquer. Elle sait que le match ne se joue pas uniquement dans les temps forts adverses, mais dans la capacité à survivre aux tempêtes. Et dans une CAN, cette compétence-là vaut de l'or. En face, l'Algérie arrive avec un contexte très différent, un nouveau cycle, un sélectionneur qui découvre encore les spécificités du football africain dans ce qu'il a de plus brutal, de plus imprévisible, de plus invisible parfois. Des individualités capables de faire basculer un match sur une action, une inspiration, un geste, mais un collectif encore en construction, encore en rodage. Attention, cela ne signifie pas faiblesse, cela signifie incertitude. Et dans un quart de finale de CAN, l'incertitude est souvent l'ennemi le plus redoutable. Sur le papier, l'Algérie peut battre n'importe qui. Mais sur un terrain africain, ce n'est jamais le papier qui décide. Tactiquement, le scénario général est relativement lisible. La RDC n'a aucun problème à défendre bas par séquence. Pas par peur, mais par choix. Bloc compact, ligne resserrée, peu d'espace entre les lignes. Elle cherche à casser le rythme algérien, à hacher le match, à multiplier les micro-ruptures. Pourquoi ? Parce que l'Algérie aime quand le jeu s'ouvre, quand les transitions sont rapides, quand les individualités peuvent attaquer des défenses déséquilibrées. Face à un bloc discipliné, patient, qui ferme l'axe et oblige à passer par les côtés, l'Algérie peut parfois tomber dans un jeu plus prévisible, centre forcé, frappe lointaine, impatience. Et c'est exactement ce que la RDC espère provoquer. À l'inverse, l'arme principale congolaise, ce sont les transitions.
Pas forcément spectaculaire, pas toujours fulgurante, mais intelligente. Une récupération, 1 ou 2 passes maximum, et déjà une projection dans le camp adverse. Une exploitation clinique de la moindre perte de balle mal placée. C'est souvent là que ces matchs basculent. Si l'Algérie marque en premier, le scénario change radicalement. La RDC sera obligée de sortir, d'ouvrir des espaces, et là, le talent algérien peut faire très mal. Mais si la RDC tient, si elle laisse passer les premières vagues, si elle installe le doute, alors la pression change de camp. Et à ce moment-là, le match devient mental, très mental. Beaucoup se trompent dans leur lecture de ce type de rencontre. Première erreur classique, penser que les meilleurs noms garantissent la domination. En Afrique, ce raisonnement est incomplet. Le talent compte, bien sûr, mais la capacité à rester lucide quand le match devient sale, haché, nerveux, vaut parfois plus qu'un banc rempli de stars. La RDC est souvent sous-estimée parce qu'elle ne gagne pas toujours avec éclat, mais elle s'effondre rarement. Conséquence, on s'attend à un match à sens unique et on se retrouve face à un combat fermé, âpre, où chaque ballon est disputé comme une finale. Deuxième erreur fréquente, croire que la RDC est uniquement défensive. C'est faux. Elle attaque peu, mais elle attaque au bon moment. Elle choisit ses instants. Elle punit les erreurs de concentration. Une perte de balle mal placée, un mauvais contrôle et tout le bloc se projette. Troisième erreur, côté algérien cette fois, penser que le changement de cycle équivaut à un manque d'expérience, collectivement peut-être. Individuellement, beaucoup de ces joueurs ont déjà vécu des contextes lourds, des matchs à enjeu, des ambiances hostiles. Ils savent ce que représente la pression. Concrètement, que faudra-t-il observer pendant le match? D'abord, les premières minutes, non pas pour le score, mais pour le langage corporel. Si l'Algérie impose le tempo, récupère vite après perte, joue dans le camp adverse sans se découvrir, c'est un signe fort. Si la RDC ralentit le jeu, obtient des fautes, coupe les transitions et installe le doute, elle est exactement dans son plan. Deuxième point clé, les transitions défensives algériennes. À chaque perte de balle, la réaction sera déterminante. Bloc compact ou hésitation, repli coordonné ou espace exploitable. La RDC vit de ces micro-instants. Troisième élément, la patience. L'équipe qui craquera ne sera pas forcément la moins forte, mais la plus pressée. Forcer le jeu, c'est souvent tomber dans le piège. Plusieurs scénarios sont possibles. Une ouverture du score rapide de l'Algérie. Et le match peut s'ouvrir brutalement. Un 0-0 long. Et la rencontre devient un duel psychologique où chaque duel, chaque décision arbitrale prend une dimension énorme. Un basculement sur un détail, un coup de pied d'arrêté, une erreur individuelle. Et tout peut se jouer là-dessus. Dans ce type de match, la domination claire est rare. L'instant décisif, lui, est presque toujours cruel. Une chose doit être dite avec force. Ce match ne doit jamais devenir un terrain de clash entre supporters, d'insultes, de mépris ou de discours haineux. On parle de football, de compétition, de passion. Pas de guerre symbolique. Deux grandes nations africaines jouent leur chance. Et quoi qu'il arrive, ce match est une vitrine pour la CAN, pour le continent, pour ce football africain qu'on aime parce qu'il est imprévisible, dur, parfois injuste, mais toujours vivant, analysé, débatté, vibré, mais respecté. Parce qu'au football, surtout en Afrique, la seule certitude, c'est qu'il n'y en a aucune.